Ottawa, nous y sommes et nous rejoint une invitée supplémentaire. Nous arrive de Belgique pour parler d'Ottawa, puisque vous étiez la seule Belge à Ottawa, Christiane Gosset. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes enseignante en santé publique à l'Université de Liège et donc vous étiez à Ottawa au même titre qu'Annette Saboureau et Bernard Pissarro. Tout à fait. Dans quel contexte vous avez été participante à Ottawa ? Nous avions reçu une invitation au niveau de l'école de santé publique de l'Université de Liège et donc j'ai été déléguée pour assister aux travaux de la charte. Aux travaux de la charte. Donc, jeune assistante universitaire. Qui arrive dans cette grand-messe. Dans le grand-messe. Mais qui était tout à fait sympathique, intéressante et très joviale aussi. Alors, sympathique, intéressante, très joviale, on aura l'occasion de revenir à la charte tout de suite après. Je vais vous poser la question de l'ambiance, du caractère jovial de cette rencontre, de cette première rencontre autour de la promotion de la santé. Quels souvenirs les uns et les autres vous en gardez en quelques mots ce moment-là, de ce temps fort ? Moi, je pense que les documents dont Bernard Pissarro a parlé, je pense que c'était une vision d'avenir qui nous rassemblait déjà. Et le fait qu'on y aille, on a retrouvé des gens qui étaient sur la même longueur d'onde. Et je pense que ça, c'est très enthousiasmant. Et je pense que là, c'est la première chose. L'enthousiasme pour des mêmes idées qui étaient un petit peu bousculantes. Aussi pour des médecins. Très bousculant pour les médecins. Donc on quittait un petit peu le curatif pour aller vers le préventif, mais en plus la promotion de la santé. Et donc avec une vision non pas seulement biomédicale ou psychomédico-sociale, mais écologique complètement, en mettant vraiment les personnes au centre de démarche, en leur demandant leur avis et en les remettant vraiment dans leur environnement de vie. Et donc en dehors de tout cet intérêt-là, et aussi donc l'intérêt de rencontrer des personnes d'univers très très différents, de disciplines très différentes, de secteurs différents. Alors Annette va nous raconter une anecdote sur votre rencontre et vos nécessités d'animation ou de co-animation à Ottawa. Annette Saboureau, Ottawa. Eh bien oui, le jour de l'arrivée, alors que nous étions assez fatigués par le décalage horaire et la nuit d'avion, on nous a réunis après le dîner pour préparer le travail du lendemain, puisqu'il s'agissait d'organiser des ateliers, puisqu'il était prévu en dehors des plénières, des ateliers où chacun pouvait s'exprimer, et on pouvait tout de même amender éventuellement les propositions, aussi bonnes fussent-elles, de ceux qui avaient travaillé en amont. Mais on nous a seulement proposé, parce que c'était surtout l'OMS là qui pilotait les choses, d'animer des ateliers, mais en anglais, en langue anglaise. Et je dois dire que c'était pour nous un petit peu inquiétant, parce que il faut déjà bien posséder une langue pour animer un atelier. Dans sa propre langue, c'est pas toujours facile, mais dans une langue étrangère. Alors on a été très inquiets, je crois que ça nous a peut-être pas empêché de dormir, mais le lendemain matin, d'un commun accord, donc avec Christiane et une autre personne française, d'une DRAS, je crois, de l'époque, on a décidé qu'on allait créer un atelier francophone. Et apparemment, ça a été une bonne réussite parce qu'on a eu des clients. On a eu beaucoup évidemment, les Québécois étaient heureux. Mais il n'y avait pas d'autres Français, il y avait les Québécois. Et puis on a eu aussi des Espagnols et des Italiens qui sont venus se joindre à nous. Voilà. Et c'était une expérience qui a fait que peu de mois après, eh bien, on a eu l'idée de se dire, on a bien travaillé ensemble, on s'est bien amusé aussi, parce que on travaillait dans la joie et le plaisir, et on s'est dit, on pourrait créer un réseau, continuer à travailler ensemble, et c'est l'idée de créer un réseau francophone des villes santé. Voilà. De l'atelier francophone au réseau dont on aura l'occasion sans doute de reparler un peu plus tard. Bernard Pissarro, donc vous avez fait des travaux, la charte est écrite, on arrive avec la charte et on se dit quoi? En fait, il y a eu beaucoup de travail dans les ateliers et il s'est passé plein de choses dans les ateliers. Ce que vient de raconter Annette traduit bien aussi cette espèce d'enthousiasme de tous les gens qui étaient là, qui venaient de toutes les parties du monde, même si au départ,
comme on le disait tout à l'heure, une partie du travail avait été, une partie de la préparation concernait essentiellement les pays industrialisés, mais on avait fait en sorte que ça s'applique globalement à l'ensemble des pays du monde et que ce ne soit pas une charte spécifique des pays industrialisés, ce qui aurait été catastrophique. Mais de fait, et en particulier du fait du contenu de la charte, elle était acceptable et souhaitable par l'ensemble des pays du monde à l'époque. Et effectivement, une des retombées a été, enfin, en dehors de la création du réseau des ateliers santé-ville, qui a été une chose importante et qui a continué et qui continue toujours, et il y a eu quand même, ça a été un des moments où on a commencé à développer réellement la place des habitants dans les problèmes, dans la gestion des problèmes de santé, ce qui était relativement nouveau. Même si on en parlait déjà à Alma-Ata quelques années avant, même si sur le terrain il y avait des expériences, et là je pense, au moins en France, que l'expérience d'ATD Quart-Monde avait été assez importante pour montrer à quel point les gens qui étaient dans des situations de grande pauvreté et de grande précarité pouvaient avoir des avis et des actions sur leur santé. Et là, ils avaient été assez moteurs à l'époque, et ils le sont toujours d'ailleurs, pour un certain nombre de choses, en particulier sur les problèmes de ce qu'on appelle à ATD Quart-Monde la co-formation, c'est-à-dire comment les professionnels peuvent se former en même temps et avec les habitants, et que c'est aussi important et pour les habitants et pour les professionnels de se former ensemble. C'est pas mal non plus quand il y a des élus qui viennent rejoindre ces formations. Nous allons parler de la charte, de ce document. Elle s'affiche à l'écran. Charte d'Ottawa. Peut-être revenir un petit peu sur la définition de la promotion de la santé. Les uns et les autres, quel regard quel regard vous portiez à l'époque sur cette définition de la promotion de la santé, Mme Gosset? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un nouveau modèle de prendre en compte la santé des personnes et en leur mettant dans leur environnement très global. Et donc de prendre en compte aussi leur expertise propre. Et ça, je pense que c'était quelque chose de nouveau. Donc c'est immense comme défi pour que ça devienne réalité. Donc on peut passer de la théorie à la pratique. Et c'est ça tout le défi de la promotion de la santé, c'est qu'on devienne tous des usagers de la promotion de la santé, qu'on soit professionnel ou personne, habitant, usager du système. Même chose, Annette Saboureau, la promotion de la santé. Oui, alors une des choses qui m'a le plus marqué à Ottawa et ce qui m'a plus impressionné dans la charte et dans les propositions, c'était l'idée de donner à chacun les moyens d'accéder à une bonne santé. Parce qu'on était trop resté souvent avec l'éducation à la santé, etc., à l'idée que si on était malade, c'est de sa faute, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il fallait, etc. Donc ce que je trouvais intéressant, c'était l'idée de donner les moyens, proposer que les gens aient les conditions de vie, de travail, etc., qui leur permettent d'avoir une bonne santé. Et sortir de cette habitude, enfin de ce danger de, comme on disait, blâmer les victimes. Hein. Et ça, je trouve que c'était vraiment l'aspect positif de la promotion de la santé qui m'a semblé le plus important. Alors, juste dans cette lignée-là, ça renvoie à la première phrase de la charte qui dit que la promotion de la santé, c'est l'ensemble des processus qui permettent aux gens d'améliorer leur contrôle sur leur santé et sur ses déterminants. Et c'est ce terme de contrôle que la population, que les gens doivent avoir sur leur environnement et sur leur santé qui, me semble-t-il, est le mot important de la charte. Et ça avait été l'objet dans les discussions préparatoires d'une longue discussion parce qu'il y avait des tenants, comme le rappelait Annette, des tenants de la responsabilisation et qui voulaient dire c'est le moyen qui permet aux gens d'être plus responsables de leur santé.
Et on avait été un certain nombre à dire que l'important c'était que les gens aient le contrôle sur les déterminants de leur santé, c'est-à-dire qu'ils aient les moyens d'influer sur leur environnement et sur leur santé. Et ça reste toujours d'actualité. Et ça reste, je crois, un des mots-clés de la charte. Derrière, il y a tous les développements de la charte sont intéressants, mais je pense que le mot de contrôle est sûrement le pivot de ce qu'on a pu en tirer derrière dans ce qu'on appelle aussi quelquefois les démarches communautaires en promotion de la santé, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Je suis un peu surpris, Bernard Pissarro, parce que dans le monde de la promotion de la santé, on parle souvent des valeurs de la promotion de la santé, et en l'occurrence, à la fin de la charte, il est indiqué des stratégies de promotion de la santé conformes aux valeurs morales et sociales dont s'inspire cette charte. Quelles sont ces valeurs ? Alors, je n'ai pas souvenir qu'on ait beaucoup parlé des valeurs préparatoires, sauf effectivement de la place des gens, de leur pouvoir. On ne parlait pas encore du pouvoir d'agir des habitants, dont on parle maintenant plus un peu, mais de leur capacité, de leur faculté de s'organiser et de prendre en charge les problèmes qui les concernent. Non, il y a le problème. Oui, Parmi les valeurs, il y avait aussi, comme les valeurs prises par l'OMS, la justice et la justice sociale. Et donc, et le respect de soi, mais aussi le respect de l'autre. Et donc ça, c'est quand même des valeurs de base qui sont reprises. Sans oublier que dans la définition de l'OMS, la santé est considérée comme un droit fondamental de tout être humain. Et ça, voilà, je crois que ça, et puis la justice sociale, c'est essentiel. Alors, peut-être dans ce même ordre d'idées, en préambule de la charte, il est rappelé que, mais je n'ai pas la liste complète en tête comme ça, il est rappelé tout un certain nombre d'éléments indispensables à la santé. Ça commence par la paix, par le droit à un toit, par le droit à l'alimentation, par le droit au respect, etc. Je pense que c'était la référence à ces préalables-là qui se retrouve en fin de la charte. Mais je pense que il faudrait en reprendre la liste, mais je ne la sais pas par cœur. Un toit, un abri, des moyens de subsistance, enfin bon. On les voit s'afficher à l'écran. Sans aucun problème. Je les ai en anglais, là. L'alimentation, un revenu, un écosystème stable, des ressources suffisantes, une justice sociale et l'égalité sociale. Ouais. Trois notions en préalable sur lesquelles j'aimerais revenir. La notion de plaidoyer pour la santé. Bernard Pissarro, qu'entend-on par plaidoyer pour la santé ? Alors, moi je suis toujours je suis toujours prudent avec le terme de plaidoyer qui renvoie à d'autres choses, mais de toute façon, il ne s'agit pas de plaidoyer pour la santé, il s'agit de plaidoyer pour la promotion de la santé. Il ne faut pas mélanger les deux choses. La charte est bien un plaidoyer pour la mise en place des éléments constitutifs de la promotion de la santé, suivant les 5 axes qu'on aura peut-être l'occasion de rappeler tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est que c'est important de les mettre en place et de faire savoir et de faire comprendre et de permettre aux gens de comprendre à quel point c'est important. Je voudrais revenir sur un des points essentiels qui est la médiation entre les protagonistes. Alors à cette époque-là, effectivement vous disiez pour les médecins c'était un peu nouveau, etc. Si la santé concerne un grand nombre d'acteurs politiques des différents mondes, etc., qu'est-ce qu'on entend par médiation en promotion de la santé ? Je veux dire qu'au travers les disciplines ou bien même les professions, les secteurs, la santé peut servir de trait d'union entre tous ces secteurs, toutes ces professions, etc. Donc médiation, ça veut dire que ça peut paraître transversal grâce à la santé. En fait, je pense qu'effectivement c'est plus un problème de coordination au niveau local, de coordination entre les différents secteurs.
Effectivement, quand on retravaille sur les déterminants de la santé, on retrouve, on l'a dit, le logement, les conditions d'habitat, les conditions de transport, les conditions de travail. Tous ces secteurs, a priori, se disent peu concernés par la santé. Et réciproquement, les gens, dans la plupart des cas, quand on leur parle de santé, ils pensent aux soins. Et de fait, quand on part sur les déterminants de la santé, ce qui devient important, c'est comment est-ce que tout ceci se met en route ensemble. Et du coup, la santé peut jouer, mais c'est pas forcément le cas toujours, peut jouer le rôle de pivot central pour permettre d'interpeller. Et là, je vais revenir sur les villes santé. C'est aussi un des mérites de la charte des villes santé, c'est de mettre en avant que toutes les décisions prises à l'échelon municipal doivent l'être après avoir repéré quels effets ces actions pouvaient avoir sur la santé. Alors que c'est pas du tout le cas le plus souvent. Sauf dans un certain nombre de cas où alors la santé devient l'élément pour faire bouger des choses qui n'ont rien à voir avec la santé. Alors on se trouve dans les deux sens. Mais du coup, comment est-ce que on peut travailler, ce qu'on appelle quelquefois travailler en intersectorialité, de façon à ce que de toute façon ces problèmes soient abordés. C'est très très fort aussi avec le social. On n'a pas parlé du social, mais le social est quand même complètement à l'interface. Et quand dans des quartiers en difficulté, on travaille sur les difficultés sociales, les habitants très souvent disent mais ça a à voir avec notre santé. À l'inverse, quand on leur parle de santé, ils disent mais attendez, vous me parlez de santé, moi notre premier problème en tant qu'habitants, c'est notre logement. Tant qu'on n'aura pas amélioré notre logement, on ne s'intéressera pas à autre chose. Et ils ont raison, parce que c'est leur préoccupation principale, et que les professionnels ont souvent, et quelquefois les élus, ont très souvent tendance à partir de leurs propres préoccupations et de dire aux gens, vous avez qu'à suivre nos préoccupations. Un des axes forts, et c'est peut-être cela la médiation, c'est d'arriver à faire que ensemble, on arrive à partir des préoccupations d'abord des habitants, ce qui ne veut pas dire qu'on ne prenne pas en compte aussi les préoccupations des élus ou les préoccupations des professionnels. Mais si on n'est pas prioritairement sur les préoccupations des habitants, très vite on va être dans des projets qui vont être imposés d'en haut et qui ne vont plus avoir de sens. Vous l'abordiez tout à l'heure, les 5 axes. Alors, les 5 axes de la charte d'Ottawa. Regard croisé entre nos 3 invités sur ces 5 axes. On va commencer par le premier avec Annette Saboureau. Vous avez fait le choix, Madame Saboureau, de faire de la politique, avec un grand P peut-être, mais une politique pour la santé. Une politique pour la santé. Politique favorable à la santé. C'est quoi ? Une politique favorable à la santé, eh bien je crois que Bernard Pissarro a déjà dit ça d'une manière très claire, hein, c'est faire que, quand on prend des décisions politiques, la santé ne soit pas forcément l'élément unique et prioritaire, mais que toute décision qui est prise peut être considérée comme pouvant avoir un impact sur la santé et que celui-ci doit être analysé, comparé. Évidemment, ça ne va pas forcément être la priorité des priorités partout, mais ça doit rentrer en ligne de compte dans toutes les décisions municipales. Alors, pour ça, il y a peut-être qu'on revient là un tout petit peu en arrière à la médiation. À mon avis, au niveau d'un travail local, ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'ici, c'est d'organiser des groupes de travail, si vous voulez, sur les différents thèmes, parce qu'on ne peut pas travailler tout en même temps. Mais par exemple, la santé, l'école, la santé à l'école. Donc santé à l'école, on met autour de la table les parents, les élèves, les grands élèves éventuellement, les enseignants, bon j'en passe, etc. Oui, il y a d'autres commissions, on va faire une commission sur logement et santé, sur urbanisme et santé, sur sport et santé, etc. Bon, il y aura forcément aussi dans ces groupes des croisements qui vont se retrouver. Et donc là, on peut vraiment permettre à la fois de confronter
confronter les points de vue, de tenir compte des souhaits et des impératifs des uns des autres, voir aussi la complexité des choses. Je crois que c'est très formateur, parce que quand on est en dehors des choses, on croit qu'il n'y a qu'à, il faut qu'on fasse les choses et puis tout va se faire bien. Mais une fois qu'on est devant la complexité des choses, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que souvent les politiques changent et que les mandats ne durent pas trop longtemps, parce que il faut que le plus grand nombre possible de gens soient aux responsabilités, parce qu'on s'aperçoit justement que les choses sont complexes. Ce qui va être souhaité par les uns va être considéré comme moins bon pour lui. Et bon, un tout petit exemple, hein, dans un groupe de travail des handicapés justement sur l'accessibilité, on avait fait pour les fauteuils roulants, comme partout, mais à l'époque c'était le tout début, des plans inclinés. Bon, il se trouve que les aveugles, ils étaient très ennuyés parce qu'avec leur canne, ils perdaient le fil de... Depuis, on a mis des plots. Mais il y a des endroits où on a mis des plots métalliques et ça fait glisser les gens. Donc voilà, je veux dire qu'il y a des intérêts contradictoires, et ça c'est toute la vie, et c'est ce qui fait la richesse aussi de la vie en commun, hein, c'est de mettre tout ça sur le tapis et puis de voir ce qui peut être le meilleur pour je ne sais pas qui, si c'est pour le plus grand nombre ou si c'est pour les plus démunis, mais ça c'est un choix à faire. Voilà. Donc, excellent exemple d'obstacle, ces pouvoirs contradictoires et ces envies contradictoires à l'échelle d'un territoire, mais ce qui en fait la richesse, comme vous dites. Bernard Pissarro, vous vouliez rajouter ? Non, je voulais juste dire que c'est très valorisant de faire ce genre de choses, et c'est très fructueux, c'est très valorisant, et on s'aperçoit que les gens participent très volontiers. Hein. Moi, j'ai toujours été surprise de l'enthousiasme avec lesquels les gens, que ce soit les policiers, les balayeurs de rue ou les enseignants, venaient participer à nos groupes de travail et se sentaient vraiment partie prenante d'un projet. Dans la charte, dans ce premier axe de la charte, il est fait écho à la question des obstacles à la mise en place des politiques de promotion de la santé. Quels sont-ils, selon vous, les principaux obstacles qui freinaient déjà à l'époque, ou auxquels vous pensiez quand vous avez parlé de ces obstacles à lever ? Alors, les obstacles, d'abord, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur le problème des actions politiques. En ce sens que ça ne se joue pas seulement à l'échelon local et que les actions politiques, ça peut être aussi des décisions nationales ou internationales en faveur de la santé. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, plus tard à propos des problèmes d'environnement. Mais par exemple, une bonne partie des décisions importantes en matière d'environnement ne se prennent pas au niveau local. Si on veut qu'elles aient un impact, il faut qu'elles soient prises au niveau national, voire international. Et c'est aussi important qu'elles soient prises. Et c'est pas parce qu'on est dans le champ de la promotion de la santé qu'il faut se cantonner uniquement au niveau local. Encore que je sois très partisan que tout ce qui se passe au niveau local est des démarches plutôt ascendantes que descendantes. De temps en temps, il y a un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas se résoudre à ces niveaux-là. Même s'ils sont soulevés à ces niveaux-là, il faut qu'ils puissent être, ils sont résolus ou ils ne peuvent être résolus qu'à d'autres niveaux. Donc il faut aussi garder ce constant aller-retour entre le local, le plus local, parce que au niveau de la ville, c'est bien souvent au niveau d'un quartier, c'est même souvent au niveau d'un sous-quartier que se passent les choses. Alors comment est-ce qu'on fait travailler ensemble, comment est-ce qu'on fait remonter, comment est-ce qu'on fait que les démarches qui se passent comme ça au niveau d'un sous-quartier passent ailleurs, ça fait partie aussi des démarches de promotion de la santé. Un des aspects dont on ne parle pas souvent aussi, c'est la mise en réseau des habitants de quartiers différents ou de villes différentes. Je pense à un réseau d'habitants qui est maintenant international, puisqu'il fait travailler ensemble des gens de la région de Douarnenez en Bretagne avec des gens de Rosario en Argentine. Et que donc ils se sont invités les uns les autres dans une démarche de rencontre et de développement réciproque. Donc ce niveau aussi bien supranational se retrouve même au niveau des contacts entre habitants. Permettez-moi juste un dernier point sur cet enjeu politique. Politique et pouvoir, il n'y a souvent qu'un pas dans la lecture. La question du pouvoir agir, n'est-ce pas là
le partage des pouvoirs un des obstacles du développement de la promotion de la santé? Alors, le partage des pouvoirs, c'est un des axes forts que l'on a mis en place, alors ultérieurement, en particulier dans un travail qui s'est fait conjointement entre 3 pays d'Europe, entre la Belgique, l'Espagne et la France, dans un petit groupe de travail qui s'est appelé le Secrétariat européen des pratiques en santé communautaire, dit CEPSAC, qui a cherché un certain nombre de repères des actions communautaires en santé et en promotion de la santé, dont un des éléments est effectivement le partage des savoirs et le partage des pouvoirs, car il n'y a pas de partage de pouvoir possible s'il n'y a pas aussi partage des savoirs. Donc c'est encore un autre élément qu'on va retrouver et qui est important. Mais pour revenir aux obstacles, les obstacles, en voilà un bon, c'est comment est-ce que d'aucuns acceptent les partages de pouvoir. Comment est-ce que les grands lobbies sont très hostiles à tout ce qui peut partir, à tout ce qui peut les gêner. Et les démarches communautaires et les démarches de promotion de la santé sont souvent en contradiction avec les besoins des catégories les plus favorisées. Si je vous dis environnement favorable, Christiane Gosset, pour vous, ce deuxième axe, créer des environnements favorables à la santé. Je pense qu'effectivement, ce sont les environnements favorables. Il faut de nouveau avoir une vision très très globale. Donc aussi bien que ce soit le logement de l'habitant que sa commune, que son quartier, je pense, ou bien l'aspect beaucoup plus général, beaucoup plus climat à tous les niveaux. Donc je pense que là, chacun doit essayer de trouver un rôle pour gérer cet environnement et le rendre plus favorable pour sa santé au sens global du terme. Mais ça peut être le milieu de vie, hein, ça peut être l'école, ça peut être son logement, ça peut être, on pourrait même dire l'hôpital, ça peut être le milieu résidentiel. Donc ce n'est pas seulement l'environnement physique ou chimique, puisque comme l'a dit Bernard Pesaro, au niveau de l'environnement aussi, on est sous certaines décisions européennes ou mondiales. Quel bel écho avec l'actualité et le COP-climat et l'enjeu qui sera celui de l'Europe pour faire de la médiation entre les nations autour de cet enjeu environnemental. Peut-être pour revenir en quelques mots sur l'environnement favorable, Bernard Pesaro, qu'est-ce que vous vouliez dans l'écriture de cette charte créer des environnements favorables, faire passer comme message? Alors, créer des environnements favorables, c'est toucher un peu à tous les problèmes des environnements. Il ne s'agit pas seulement de l'environnement physique, il s'agit aussi de l'environnement de travail, il s'agit de l'environnement social au sens large du terme, et qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Comment est-ce que ces environnements peuvent favoriser le développement de la santé de chacun et de tous, ou est-ce qu'au contraire être en opposition? Et on voit bien dans le monde du travail, par exemple, pour prendre l'exemple du monde du travail, comment l'environnement de travail est souvent très négatif pour la santé, et pas seulement sur la santé physique. On a beaucoup travaillé sur la santé physique, mais on pourrait travailler aussi sur le problème de la santé mentale. Quand on regarde le nombre des suicides que les politiques actuelles dans un certain nombre d'entreprises entraînent, je pense à un certain nombre de grands groupes qui ont été très stigmatisés par le nombre de suicides ces dernières années, c'est bien les conditions de travail qui sont là complètement défavorables à la santé. Comment est-ce qu'on peut les améliorer? Et là, on retrouve des obstacles forts qui sont effectivement les nouvelles méthodes de gouvernance, la recherche de profit maximum, etc. On se retrouve avec des éléments qui sont bien connus et qui sont malheureusement fort difficiles à faire évoluer et pas à faire évoluer rapidement.
Je dirais même qu'on a plutôt l'impression que les choses, dans un certain nombre de domaines, se dégradent rapidement et que les conditions de travail ont plutôt tendance à s'aggraver en ce moment. Et quand je parle de travail, je parle aussi de non-travail, car le chômage fait partie des conditions. Le chômage est une situation de non-travail, mais qui appartient au travail.